Olga de Kiev, la sainte vengeresse. En l'an 945 après JC, une femme de 20 ans reçut la nouvelle la plus terrible de sa vie. Son mari, le grand prince Igor de Kiev, avait été capturé par les Drevliens et exécuté de manière brutale, attaché entre deux arbres et littéralement déchiré en deux. Elle s'appelait Olga, descendante des Vikings, mère d'un garçon de 3 ans et maintenant veuve. Les Drevliens pensaient avoir éliminé une menace. En réalité, ils venaient de réveiller la femme la plus redoutée d'Europe orientale. Née dans le village de Wybut, près de Pskov, Olga était varègue, descendante des premiers Vikings établis dans la région. Elle épousa Igor à 15 ans dans une alliance qui consolida le pouvoir varègue. Mais voici un fait que peu connaissent. Elle deviendrait la première femme à gouverner effectivement l'un des plus grands États d'Europe, non pas comme régente temporaire, mais comme dirigeante à part entière pendant plus de 15 ans. Les Drevliens ne s'arrêtèrent pas au meurtre. Avec une audace insensée, ils envoyèrent des ambassadeurs proposant qu'Olga épouse le prince Mal, le même homme qui avait ordonné la mort de son mari. C'était, selon eux, un moyen de pacifier la région. Imaginez, une veuve recevant une demande en mariage de l'assassin de son mari. Mais les Drevliens sous-estimèrent Olga. Elle envoya une réponse calculée. « Votre proposition me plaît. Mon mari ne peut ressusciter, mais je souhaite vous honorer demain en présence de mon peuple. Retournez à vos bateaux, demain vous serez portés en grand honneur. » Dans la nuit, sur ordre d'Olga, ces hommes creusèrent une tranchée profonde dans la cour du palais. Le lendemain, les 20 ambassadeurs arrivèrent dans un palanquin luxueux, se sentant honorés et importants. Quand ils furent descendus, Olga apparut personnellement. D'une voix calme, presque douce, elle demanda « Trouvez-vous cet honneur à votre goût ?» Avant qu'ils puissent répondre, ils furent jetés dans la tranchée et enterrés vivants. Mais ce n'était que le commencement. Olga envoyait un second message. « Si vous voulez vraiment comme épouse, envoyez vos hommes les plus illustres. » Quand les commandants vétérans arrivèrent, elle les reçut avec hospitalité, offrant le luxe de ses bains. Quand ils entraient pour se nettoyer du voyage, les portes furent verrouillées et le bâtiment incendié. Le symbolisme était parfait, purification par le feu. La troisième vengeance fut encore plus élaborée. Olga envoya un message. « Je viendrai personnellement chez vous, préparer de l'hydromel là où vous avez tué mon mari pour que je puisse pleurer sur sa tombe. » Elle se rendit effectivement à Korosten et pleura sincèrement sur le lieu de la mort d'Igor. Quand le festin commença et que l'hydromel coula à flot, ses soldats, déguisés parmi les invités, initièrent le massacre. 5000 Drevliens moururent en une nuit. Mais Olga voulait détruire toute la civilisation drevlienne. Elle revint avec une armée et assiégeait Korosten. Le siège dura 1 an sans succès. Alors elle eut une idée brillante. Elle envoya un message final. « Pourquoi résistez-vous ? Vos autres villes se sont rendues. Je n'exige pas de lourds tributs, juste 3 pigeons et 3 moineaux de chaque maison. » Les Drevliens, confus mais relâchés, livrèrent les oiseaux. À la tombée du noir, les soldats d'Olga attachèrent de petits morceaux de soufre à chaque oiseau et les relâchèrent. Les oiseaux volèrent vers leur nid à l'intérieur de la ville. En quelques heures, Korosten était en flammes. Olga avait inventé la première forme de bombardement incendiaire de l'histoire, utilisant les instincts animaux contre ses ennemis. En 4 ans, Olga avait complètement exterminé les Drevliens. Mais 12 ans plus tard, quelque chose d'extraordinaire se produisit. En 957, elle voyagea à Constantinople, devenant la première femme barbare officiellement reçue par l'empereur byzantin. Sa délégation comprenait 200 personnes, dont la moitié étaient des marchands, révélant sa sophistication diplomatique. Là, Olga se convertit au christianisme, mais elle démontra la même ruse politique utilisée contre les Drevliens. Quand l'empereur Constantin proposa le mariage, elle insista pour qu'il soit son parrain au baptême. Après la cérémonie, quand il renouvela sa proposition, Olga répondit « Selon les enseignements chrétiens, un parrain ne peut épouser sa filleule. » L'empereur fut forcé de retirer sa proposition, surpassée en ruse. Au baptême, elle adopta le nom d'Hélène. La femme qui avait brûlé des villes construisait maintenant des églises. Elle revint déterminée à convertir son peuple, commençant par son fils Sviatoslav. Mais il refusa. « Mes partenaires riront si j'accepte cette religion étrangère. »
Comme l'enregistrèrent les chroniqueurs, elle priait comme Hélène, mais gouvernait comme Olga. Pendant ces dernières années, Olga démontra des compétences administratives exceptionnelles. Elle établit un système révolutionnaire de tribus, créa des avant-postes commerciaux, construisit des villes fortifiées et préféra la diplomatie à la guerre. Son administration créa les fondations sur lesquelles ses successeurs construiront l'Empire russe. Olga mourut en 969 à 69 ans, âge exceptionnel pour l'époque. Son petit-fils Vladimir accomplit son rêve, convertissant toute la Russie au christianisme en 988. En 1057, l'Église orthodoxe canonisa Olga comme sainte, la déclarant égale aux apôtres. La justification, pionnière dans la conversion des païens. Le fait qu'elle exterminait des milliers de ces païens fut commodement ignoré. L'histoire d'Olga confronte des questions profondes sur la moralité et le pouvoir. Comment une meurtrière de masse peut-elle être une sainte ? Peut-être la réponse réside dans la complexité humaine. Olga vécut dans une époque brutale, où la vengeance était attendue, et le pouvoir féminin devait être conquis par la force. Indépendamment de nos jugements moraux contemporains, son impact historique est absolument indéniable. Première femme à gouverner effectivement la Russe de Kiev, elle établit des précédents durables de pouvoir féminin qui résonnent pendant des siècles. Elle planta les graines fondamentales du christianisme qui fleuriront bientôt avec Vladimir. Elle transforma le deuil en pouvoir, la vengeance en l'héritage, le paganisme en foi. Qui était vraiment Olga de Kiev ? Sainte ou assassin ? Victime des circonstances ou auteure calculatrice d'atrocités ? Diplomate brillante ou dirigeante sanguinaire mue par la vengeance, pionnière du christianisme ou leader génocidaire impitoyable qui élimina des civilisations entières. Peut-être étaient-ce toutes ces choses simultanément, et peut-être est-ce exactement cette contradiction fondamentale qui fait d'elle une des figures les plus fascinantes de l'histoire médiévale. Une femme extraordinaire qui défie nos catégories morales simples du bien et du mal, nous montrant que l'histoire réelle est toujours infiniment plus complexe, contradictoire et troublante que nous n'aimerions l'admettre.